Destination l'Est de la France, dans le département de la Marne, nous sommes à Épernay, la capitale du Champagne. Et partout des vignes, la ville en est cernée avec plus de 20 000 hectares consacrés à la production de champagne. L'histoire d'Épernay tourne essentiellement autour de ce célèbre vin, c'est même l'un des plus importants centres du marché international. Bienvenue sur TV5 Monde pour ce rendez-vous consacré à la gastronomie et à l'art de vivre. Nous sommes au milieu des vignes et des vignes de Champagne. Alors le Champagne, c'est probablement le vin le plus connu au monde et pourtant vous allez voir tout au long de cette émission qu'il recèle pas mal de secrets et qu'il y a beaucoup de choses à découvrir sur lui. Voilà, je suis au milieu des vignes en compagnie de Pascal Pécriot de la maison Moët-et-Chandon. Bonjour. D'abord, qu'est-ce que c'est le Champagne? C'est un vin. Évidemment. Tout le monde ne le sait pas, peut-être. La première surprise, c'est que le champagne, c'est du vin, c'est fait à partir de raisins. Mais le champagne, c'est aussi un des meilleurs vins du monde, sans doute, par l'extrême qualité de ses raisins, par la complexité de son process d'élaboration, mais aussi par sa longue histoire et sa valeur symbolique et culturelle. Très bien, alors l'histoire, on en reparlera peut-être, mais ça devient à la mode quand? Le champagne, tel que nous le connaissons actuellement, apparaît sous le règne de Louis XIV. C'est ça. Et il est né d'ailleurs en face de nous, dans le village qu'on aperçoit dans l'ombre, là-bas, sous l'antenne. C'est le village d'Auvillers, où un moine, Dom Pierre Pérignon, a créé ce vin qui était complètement nouveau à l'époque, qui a eu un tel succès que Louis XIV lui-même réclamait ce qu'il appelait le vin paillé du Père Pérignon. D'accord, on l'a mené jusqu'à Versailles. Et il est allé jusqu'à Versailles. Alors ce qu'a découvert Dom Pérignon, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait des bulles? Il l'a découvert mais pas inventé. C'est-à-dire, c'est dans toute sa démarche qui était créative, c'est la seule chose qui soit arrivée par hasard, qui n'est jamais vraiment compris. Ah d'accord. Parce que quand on a vu qu'il y avait des bulles dans ce vin-là, on s'est dit c'est pas un bon vin. Le problème, c'est qu'il a dû mettre en bouteille des vins qui n'étaient pas complètement fermentés, donc il se remettait naturellement à fermenter. Alors au début, il a essayé de s'en débarrasser, mais il s'est aperçu que l'effervescence aussi, ça remonte toute l'expression du vin, ça enrichit l'aromatique, et donc œnologiquement, c'est fantastique. Alors il y a Louis XIV, et puis il y a évidemment toutes les grandes tables, les tables royales. Napoléon, évidemment, adorait le champagne. Alors Napoléon disait, dans la victoire, je le mérite, dans la défaite, j'en ai besoin. Voilà, ce qui est une façon de dire qu'il faut en boire à peu près tout le temps. Alors, je disais tout à l'heure, il y a des vignes, là c'est du chardonnay. Hein. Oui, tout à fait. Mais il n'y a pas que du chardonnay dans le champagne, il y a un assemblage, ce qu'on appelle un assemblage. C'est la grande richesse de la Champagne, c'est la vision de Jean-Rémy Moët qui, au début... Qui était un compagnon de Napoléon, c'est ça? Qui était un ami de Napoléon, et qui, au début du 19e siècle, comprend que le truc, c'est pas seulement de faire un bon vin, mais de donner un goût constant, de faire un vin qu'aime le consommateur. Et pour cela, on va exprimer toujours le même goût en combinant des vins provenant de cépages différents, chardonnay, cépage blanc à jus blanc, pinot noir et pinot meunier, cépage noir à jus blanc, mais aussi de différentes origines. La Champagne, c'est plus de 300 villages viticoles, donc c'est une diversité fantastique. C'est une diversité fantastique qui fait que, voilà, il y a cet assemblage qui permet d'avoir une qualité qui garantit chaque année. Il n'y a pas de très mauvaises années de Champagne, par exemple. Il n'y a pas de mauvaises années, parce qu'on va pratiquer des assemblages aussi sur des années différentes. Ici, je le rappelle, on est limite nord de la culture de la vigne. Ça veut dire que d'une année à l'autre, on va avoir tout de même des expressions différentes des raisins. Donc, faire des assemblages en utilisant aussi du vertical, donc des années différentes, ça va donner encore plus de capacité pour avoir une constance de goût. C'est ça. Ça élargit la palette. Alors, évidemment, la spécificité du champagne, c'est la bulle, hein, c'est ça? Fait. Et alors, nous sommes allés voir un scientifique, parce qu'il y a une explication scientifique. Pourquoi y a-t-il des bulles dans le champagne? Vous le savez, vous, mais les téléspectateurs ne le savent peut-être pas. On regarde cette explication. Synonyme de célébration et de gaieté, le champagne se caractérise par son goût, sa couleur et bien évidemment ses bulles. C'est à l'université de Reims que Gérard Ligebeller enseigne au laboratoire d'œnologie appliquée les processus physico-chimiques des phénomènes d'effervescence et de mousse. Autrement dit, c'est un spécialiste de la bulle, surtout celle du champagne. Depuis une dizaine d'années, il la photographie en chambre noire dans ses différentes postures, lorsqu'elle se trouve dans nos flûtes et autres coupes. La formation et l'ascension des bulles dans nos verres l'intéressent de près, de très près même. Alors pour faire des bulles dans un verre, ce que encore peu de gens savent, il faut que le verre ne soit pas complètement lisse. Si on utilise une flûte ou une coupe trop propre, sans aucun défaut, on va verser du champagne dedans, mais malheureusement, après la chute de mousse liée à l'agitation du versement, il n'y aura pas du tout de production de bulles. Pour qu'il y ait production de bulles, il faut qu'il y ait des petites impuretés microscopiques qui se déposent à la surface des flûtes, et ce sont ces petites impuretés qui vont être génératrices de bulles.
Après une première fermentation en cuve, le champagne subit une seconde étape fermentative, génératrice elle aussi de dioxyde de carbone, qui est cette fois retenu dans la bouteille. Le CO2 produit entraîne alors une forte pression. Associée à des poussières invisibles à l'intérieur de la coupe, cette pression va favoriser la formation des bulles. Démonstration. Donc on voit la mousse qui se forme. Ça, c'est une mousse qui est essentiellement liée à l'agitation, au choc du fluide quand il tombe dans le verre. Et très vite, cette mousse tombe pour laisser apparaître ce qu'on appelle la collerette à la surface. C'est cette fois-ci un cordon de mousse généré par les bulles qui naissent dans le verre. C'est à l'aide d'une caméra rapide, capable de ralentir, grossir et figer des images à très haute vitesse, que Gérard nous explique l'origine de la bulle dans nos coupes. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'effervescence présente trouve sa source dans les microparticules invisibles à l'œil nu qui tapissent la paroi interne du récipient. Voilà ce qu'on a ici. C'est une petite fibre, ce qu'on appelle une fibre de cellulose. C'est une petite poussière atmosphérique, ou bien qui peut aussi provenir des torchons d'essuyage. C'est une petite poussière qui s'est collée à la surface du verre. Et cette petite poussière, en fait, a la particularité d'être creuse. Au moment où on a versé le champagne, elle n'a pas été complètement envahie par le champagne. Elle a permis l'emprisonnement d'une petite poche d'air. Et pour des raisons physiques, cette petite poche d'air est susceptible d'aspirer le dioxyde de carbone dissous. Donc le dioxyde de carbone va s'engouffrer dans la petite poche d'air centrale ici qu'on voit en sombre. Et c'est ça qui va permettre l'expulsion de bulles de dioxyde de carbone de façon répétitive et très très active. S'il n'y a pas d'impureté, il n'y aura pas production de bulles. Donc pour qu'il n'y ait pas d'impureté, c'est tout à fait faisable. Il faut se placer en pièces stériles et on peut très bien laver de façon drastique la flûte, par exemple avec plusieurs bains d'acide. Donc là, on sera absolument certain d'avoir débarrassé les parois de la flûte de toute trace d'impureté microscopique. Et si on versait du champagne dans une flûte qui aurait subi un traitement tel que celui-là, on verrait qu'après la chute de mousse liée à l'agitation du versement, il n'y aurait absolument pas de production de bulles, tout simplement parce qu'il n'y aurait aucune particule susceptible de provoquer la nucléation des bulles dans la flûte. Sachez aussi que l'effervescence dans une coupe peut durer jusqu'à 8 heures et que le volume de CO2 contenu dans une bouteille est 6 fois supérieur à celle-ci. À part ça, à la vôtre. Eh ben voilà, heureusement qu'on a pris la voiture. Ah Pascal, j'ai eu un petit peu de mal à venir jusqu'à vous, hein, parce que c'est grand. Ah ben, on pourrait bien se perdre, hein. Bon, donc on est dans les caves là, hein. On est dans les caves de Moët-et-Chandon. Alors Ça fait combien ça, de kilomètres? On a proprement Moët-et-Chandon 28 km, mais on est sur un réseau qui fait 50 km. 50 km, voilà. Donc c'est pour ça qu'avec Thierry, on a pris la petite voiture. C'était une bonne pas idée mal de faire du stop, effectivement. Alors elles datent de quand ces caves? Les plus anciennes datent de 1720, donc avant même que la maison soit fondée officiellement, et on a continué à creuser jusqu'avant la Première Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de personnalités, hein, je crois, qui sont passées par ici. Alors oui, on est très fiers. Le plus important, c'est Napoléon, qui est venu 5 fois. Et 3 jours après sa venue, on avait l'empereur d'Autriche, François II, le tsar de Russie, Alexandre Ier, le roi de Prusse. Oui, c'était un lieu de passage, là. Hein, surtout à cette époque-là. Et ça a toujours été la chance de la Champagne d'avoir été souvent envahi, ce qui fait que les envahisseurs pillaient les caves, mais pour nous, c'était de l'échantillonnage. Et en général, ils gardaient le goût une fois la paix est revenue. Et donc, ils exportaient un petit peu, hein, c'était des exportateurs. Et c'était nos meilleurs agents, en plus. Il paraît qu'il y a eu quelque chose comme ça, je crois que c'était pendant la guerre, où il y avait des bouteilles étiquetées et non étiquetées, et je crois que les occupants pensaient que les non étiquetées étaient moins bonnes. Oui, c'est-à-dire que les occupants venus de l'Est, qui avaient l'habitude de visiter nos caves, 1814, 1815, 1870, oui, ça, ils ont déjà, voilà, c'est les enfants, les petits-enfants. Voilà, donc ils avaient les bonnes adresses, mais ils se méfiaient tout de même, parce qu'une bouteille sans étiquette, c'est une bouteille douteuse, on ne sait pas ce qui peut être dedans. Donc ils préféraient tout de même piller les bouteilles étiquetées, ça paraît plus sûr. Ce qui a sauvé beaucoup de très belles bouteilles, et surtout des caveaux qui étaient tout au fond, là où il fait très sombre, où il vaut mieux pas s'aventurer. Alors, c'est ici, naturellement, qu'on conserve les bouteilles. Comment ça se passe? En gros, une fois que voilà, la vendange est faite. Après la vendange, on pressionne les raisins. On a des jus de raisin qu'on va vinifier pour faire du vin tranquille. Ça se passe dans des cuveries. Et on a après peut-être 400 ou 500 lots de vins différents que les énologues vont déguster. Et ils vont décider des assemblages. Donc ça, on va prendre les différents vins, les mélanger, les mettre en bouteille, rajouter un peu de sucre, un peu de levure, et on amène les bouteilles en cave. On amène les bouteilles en cave. Et je suis en compagnie de Marc Brévoux, vous êtes œnologue. Alors, je dis lieu exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. Bah, tout à fait, Patrice. De toute façon, pour conserver l'ensemble de notre histoire, de notre patrimoine de millésime, il nous fallait un lieu historiquement symbolique.
Alors qu'est-ce qu'il y a de symbolique dans l'histoire, celui-là? Nous sommes ici dans les parties les plus anciennes des caves de Moët-et-Chandon. D'accord. On peut estimer cette partie à peu près à 1720, c'est-à-dire l'époque de la création de la maison quasiment. Alors, les bouteilles sont conservées voilà, sur le bouchon. Hein, Alors, sur pointe. Sur On appelle pointe, ça voilà. sur C'est pointe. pas le bouchon tout à fait. Hein, Alors, ce sont des bouteilles qui sont conservées sur leur bouchage d'origine, hein, puisque sur les champagnes, il n'y a pas possibilité de changer les bouchons comme sur les vins tranquilles. Donc nous conservons les bouchons. les autres, les vins d'origine. tranquilles, c'est ça? Les vins tranquilles, non effervescents. Très bien. Alors, on disait 1892 le premier. Jusqu'à quand un champagne peut être bu? Très bonne question, Patrice. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse certaine à cette question. Ce que l'on peut dire, c'est qu'évidemment, c'est très dépendant des cuvées. Mais à titre d'exemple, nous avons dans le fond ici du 1900, et ce sont toujours des vins extraordinaires. Un peu, enfin vous avez goûté du 1900 et qui est encore tout à fait, enfin Tout à fait. non seulement tout à fait peu, mais vous dites exceptionnel même. Extraordinaire. Ça c'est extraordinaire. Extraordinaire, tout à fait. Alors, on va parler peut-être de ce que c'est un millésime, hein, Pour comprendre un millésime, je vous propose quand même de faire une petite dégustation, c'est-à-dire une mise en pratique. si vous le proposez, ça j'accepte. On y va? On y va. Donc on va savoir ce que c'est qu'un millésime et pour ça on va rejoindre Thierry. Bonjour. Bonjour. Alors Thierry, Thierry. c'est le responsable du lieu. Hein. Thierry, c'est la personne effectivement qui a la responsabilité de ce lieu exceptionnel. Un petit mot sur les millésimes. Qu'est-ce que c'est un millésime? Que les millésimes, ce sont des produits qui sont réalisés avec des raisins d'une seule année, uniquement, 100%. Les autres, il y a un assemblage. Hein, Exactement, un assemblage d'années. Un assemblage d'années. Là, une seule année. Une seule année, et ils ont comme ambition, comme ça, de mettre en exergue des personnalités particulières du vin. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est que le millésime, peut-être qu'on peut... Qu'est-ce qu'on fait, Thierry? Eh ben, on va faire une dégustation. On va déguster. Exactement. Le premier que Thierry va nous servir est le millésime 2003. C'est le dernier. C'est le millésime le plus récent de la maison. Plus récent. Qui effectivement repose sur l'audace quelque part de réaliser un millésime dans ces conditions climatiques. Alors voilà, 2003, il faut se souvenir, c'est l'année de la canicule, donc ça aurait pu être une catastrophe et c'est devenu un millésime exceptionnel. Alors, que dit l'œnologue? Il crache déjà. Très bien Thierry. Alors quand on goûte un champagne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme pour le vin? Est-ce qu'il faut le garder un peu en bouche? Alors j'aurais deux réponses à votre question. La première c'est faites-vous plaisir. D'abord c'est du vin, mais... Et la deuxième c'est une dégustation comme tout vin, c'est-à-dire que vous allez le porter au nez en premier, en respirer et en apprécier tous les arômes. Vous allez ensuite le prendre en bouche. Ouais, j'y vais. Hein. Vous le faites tourner. Vous allez en apprécier à la fois la structure et la texture. Et ensuite, je vous conseille de l'avaler si vous voulez vraiment vous faire plaisir. Bah, je me suis fait plaisir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me suis fait plaisir parce que c'est en effet exceptionnel ça. Et ce que je vous propose, c'est à travers d'autres millésimes, de visiter un petit peu les millésimes anciens de Champagne qui ont été marqués par ces grosses chaleurs. Ah bon, avec plaisir. Alors là, il va falloir procéder à un travail assez... qu'on ne connaît pas beaucoup, hein, qui s'appelle le dégorgement, c'est ça? Alors le dégorgement, ça consiste tout simplement à prendre la bouteille que vous avez vue tout à l'heure sur pointe, c'est-à-dire tête en bas, dans laquelle le dépôt de levure s'est déposé. Le dépôt de levure est en bas. Et tout en bas, dans le col. Dans le col. Et vous allez voir, Thierry va Et donc, il faut arriver travailler... à enlever le dépôt de levure sans gâcher le vin. Sans perdre le vin. Sans perdre le vin. Exactement. Alors nous sommes là sur un millésime 59. 59. 59. 59. Et donc là, On est encore ailleurs, quoi. là on attaque effectivement des millésimes extraordinaires, avec une complexité. Avec une complexité, parce que là, il y a même Infinie. autre chose après. Enfin, il y a d'autres goûts qui arrivent un peu plus Exactement. tard, qui arrivent peut-être moins dans les autres. Hein. Tout à fait, Patrice. C'est une complexité quasiment infinie. Ah oui. Qui joue sur un registre de fruité, mais plutôt fruité confit, avec derrière des touches de torréfaction extrêmement imposantes, avec des touches de mocha, de chocolat, un côté un peu truffé aussi au nez. C'est-à-dire qu'il y a en effet, hein, je crois, plusieurs goûts qui viennent peu à peu d'ailleurs, qui ne se mélangent pas, et c'est peu à peu, Et en me fait, semble-t-il. si on prenait le temps pendant une demi-heure ou une heure, on découvrirait vague par vague
des émotions différentes à travers ce vin. Bon, peut-être le pas. De toute façon, moi je vais y aller. Je peux vous piquer ça? Alors ça, il faut dire, hein, c'est la clé du sésame. Hein, c'est là, hein, c'est le lieu exceptionnel où nous sommes. Voilà, et on n'y entre pas comme ça. Il faut une clé absolument incroyable pour y entrer. C'est vous qui l'avez, hein. Donc je vous la pique pas, je vous la rends. Nous sommes au-dessus des caves, dans l'hôtel particulier de la famille Chandon, parce que c'est pas le tout de boire du champagne. Il faut aussi savoir comment l'accommoder. C'est pour ça que je rejoins la salle à manger. Je vais donc rejoindre Marc, qui est déjà attablé. Ah, vous êtes bien là. Ah, très et puis bien. Bernard Dance, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Alors vous êtes le chef, hein? C'est moi le chef ici, oui. Alors, on va donc essayer de raconter comment on peut accorder le champagne avec des vins. Qu'est-ce que vous avez préparé, Mais Bernard? écoutez, avec ce champagne, je vous propose une variation de Saint-Jacques. La première, vous avez donc l'agrume. Là, alors avec un la peu de seconde, parmesan. eh bien, voilà, le parmesan et également un petit peu de fleur de sel. Et là, et alors je là, vois ce que c'est, mais dites-le moi. Parce que- notre truffe d'été, nos premières truffes d'été. Mais là, on est sur un non millésimé, donc on va rester sur une trame très légère, très aérienne. C'est pour ça que Bernard a préparé pour nous des choses très délicates. Est-ce qu'on peut faire tout un repas au champagne? Bien entendu, on pourrait faire tout un repas en champagne, soit avec le même champagne, si vous le souhaitez, soit avec des champagnes différents. Bon, bah, on va goûter, hein? Puisque c'est fait, ça se marie très bien avec ça. Le parmesan, le fromage, par exemple. Le fromage. Ça peut aller avec du champagne. Bien sûr, oui. C'est vrai que c'est pas forcément spontané au niveau des réflexes, mais C'est délicieux, on a en tout cas, hein. on a une très grande expérience de l'accommodation des fromages avec le oui. champagne ici. Alors, Marc, on sert le champagne là, dans des flûtes. Hein. Oui. Autrefois, il y avait les coupes aussi. J'ai l'impression que les coupes disparaissent un peu. Oui, les coupes ont un petit peu disparu de l'univers du champagne. Et ce, effectivement, probablement à juste titre, dans la mesure où c'est la flûte qui procure quand même ce maximum de plaisir. Ça garde, au fond, les... Alors elle a la capacité, effectivement, La qualité du champagne, à quoi. garder toute l'ampleur aromatique du vin et aussi à conserver l'effervescence du vin pendant beaucoup plus longtemps. Et donc à prolonger votre plaisir au cours de la Ouais. dégustation. Donc c'est mieux. Hein. Si on achète quelque chose, il vaut mieux acheter des flûtes que des coupes. Je vous conseille la flûte, bien entendu. Très bien. Ah bon, on va peut-être essayer autre chose. On a quelque chose qui pourrait aller avec notre rosé impérial, peut-être. Tout à fait, on va rester dans le brut impérial, mais avec du rosé. Et on va aller tout à fait dans un autre monde. Voilà. Alors, là, on est dans le sucré, hein, Bernard. Nous sommes dans le sucré avec l'intermédiaire d'un sabayon. Un sabayon, voilà. Sabayon fait à l'orange et au brut impérial joli, rosé. ça. Alors, champagne rosé, pardon. Un mot, parce que d'abord, c'est un champagne qui est très à la mode. Hein. Tout à fait, oui. C'est effectivement depuis une dizaine, une quinzaine d'années, un champagne qui séduit beaucoup les consommateurs. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, si je dis une bêtise, vous me reprenez, hein, mais je crois que, contrairement au vin rosé, qui est un vin qui est fait avec du raisin spécifique pour le vin rosé, le champagne rosé, c'est un mélange de vin rouge et de vin blanc. Exactement, oui. En fait, c'est la seule appellation française qui a l'autorisation De mélanger. de créer un rosé par assemblage. Voilà, assembler, hein, on va dire assembler. Disons les bons mots. Parce qu'il y a un vocabulaire hein, du champagne. Il ne faut pas prendre un mot pour un autre. Chaque métier a son vocabulaire. Absolument. Alors, un mot sur la température. À quelle température on doit boire un champagne? Alors ici, on est sur des vins non millésimés. On va viser habituellement dans le verre quelque chose qui va tourner autour de 10 degrés. 10 degrés, c'est-à-dire qu'il faut le mettre au frigo, mais pas trop longtemps. Alors vous pouvez le mettre au frigo. L'idéal étant quand même le seau à glace. Ça reste encore C'est mieux. son ami favori. 30 minutes dans un seau à glace, moitié glaçon, moitié eau, et vous aurez la température idéale. Certains disent le champagne, ça va pas très bien avec le dessert. Bon, on a la preuve du contraire. Alors la preuve du C'est contraire... délicieux. Hein. Merci, mais il y a une règle aussi qu'il faut savoir respecter par rapport à un tel vin que ce champagne rosé, c'est le sucre. Le sucre, il est trop important... Le sucre, on disait souvent, c'est l'ennemi du champagne. Tout à fait. Si on exagère en taux de sucre, eh bien, on détruit le goût du vin. Alors, merci beaucoup, Marc. Merci, Bernard. Mais c'est avec Et bravo, plaisir. Bernard. Merci beaucoup. Voilà, l'émission se termine et nous allons quitter la Champagne, mais on se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous gastronomie et art de vivre. Salut!